Jean-Marie Le Guen, le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement et l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de Public Sénat avec l'agence France Presse, représentée ce soir par Karine Perret, qui bien sûr reviendra sur la clarification intervenue au PS autour d'une motion à vocation majoritaire. Perrine Tarnaud de Public Sénat vous interrogera à la fin de cette émission sur les réformes à venir selon le calendrier législatif très chargé jusqu'à l'été et même au-delà. On verra ça tout à l'heure. D'abord, Jean-Marie Le Guen, le climat politique qui se tend sur un texte pourtant consensuel, pensait-on, croyait-on, bien sûr, après les événements tragiques du mois de janvier, les attentats à Paris, le renforcement des moyens du renseignement, présenté par Manuel Valls lui-même. La gauche, dans son penchant sécuritaire désormais assumé, trouve une droite défenseur des libertés, certes avec la gauche, les écologistes, mais est-ce un match à front renversé ? Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de postures de part et d'autre. J'entends par là, dans toutes ces critiques, je vois beaucoup de postures, parfois un manque de sérieux par rapport au travail parlementaire. Parce qu'en fait, cette loi, contrairement à ce que disent un certain nombre de ceux qui la critiquent, n'est pas née des événements aussi dramatiques soient-ils et aussi légitimes et interpellatifs soient-ils, s'agissant des questions de renseignement. Non, c'est un texte qui est venu d'un travail parlementaire qui a été engagé maintenant depuis plusieurs mois. Notamment par le président de la commission des lois, Jean-Jacques Urvoas. C'est un texte sur le renseignement. Alors, évidemment, il y a un rapport entre donner à l'État les moyens et à la police les moyens de se renseigner, de savoir ce qui se passe, et les menaces terroristes qui existent dans notre pays. Mais ce n'est pas à proprement parler une loi antiterroriste. Est-ce que les événements vous ont poussé à aller plus loin dans la surveillance générale de la population ? Non, pas du tout. Les éléments de cette loi, c'est d'abord et avant tout, une avancée considérable. Je n'entends plus aucun de ceux qui la critiquent aujourd'hui considérer que nous sommes, pour la première fois, nous faisons passer dans le domaine du droit les questions du renseignement extérieur et intérieur. Qui était pratiqué de manière illégale, quoi. C'est ce que vous nous dites jusque-là. Non légale, non vérifiée et sans contrôle. Qu'est-ce qui se passe ? On définit un certain nombre d'activités qui avant n'étaient pas définies. On les met dans le cadre de la loi. Il y a maintenant des procédures de contrôle, une autorité interne, des procédures internes. Puis après, une capacité d'une autorité indépendante de juger de la légitimité de ces actions. Et s'agissant des personnes concernées, la capacité d'interpeller en termes de droit en disant mais comment ça on a essayé par exemple de me surveiller moi. Oui, parce que la tentation est là, elle sera là. Faut-il faire ce procès d'intention à nos services de police et de renseignement extérieur? Je ne le crois pas. Mais néanmoins, si on lâche trop la bride. Non, par définition, nous devons avoir un système global qui est un système démocratique. C'est-à-dire que les choses sont écrites, il y a des procédures, et il y a des procédures de recours et de contrôle. C'est la première fois que les éléments de renseignement deviennent des éléments de procédure qui ont des éléments de contrôle extérieur et démocratique. À la fois contrôle général par le Parlement, contrôle par une autorité indépendante, contrôle par des gens qui prennent des décisions qui ne sont pas les gens immédiatement opérationnels. Donc trois niveaux de contrôle successifs. C'est fondamental. Et c'est une avancée démocratique considérable. Il y a par ailleurs, dans le texte, un certain nombre d'éléments, j'allais dire plus techniques, qui sont des avancées où on décrit les techniques de renseignement. Là aussi... On les autorise, surtout. Oui, les autorise dans la mesure où elles n'étaient pas interdites, oui. mais elles n'étaient pas stabilisées juridiquement. Mais c'est un texte d'avancée, et je suis frappé des procès d'intention qui sont faits, où à aucun moment on ne donne acte au gouvernement d'avoir d'abord des avancées démocratiques. Moi, j'entends toutes les interpellations, elles peuvent être légitimes, il faut qu'il y ait un débat, et il y a un débat. Parce que le texte, encore une fois, l'opposition dit qu'il n'y a pas de débat, puisque vous repoussez tous ces amendements qui veulent apporter des garanties supplémentaires. Par exemple, le patron des députés, l'UMP, M. Jacob, il dit qu'il n'a comme réponse que les éructations de Manuel Valls. Oui, mais l'UMP, en fait, est divisé maintenant, on le voit bien, entre deux catégories de personnes. Des gens qui, depuis le début, ont annoncé qu'ils participaient à ce texte et qu'ils avaient l'intention de le voter. Et puis des élus qui se réveillent très tardivement aujourd'hui et qui prennent des postures... Au nom de la liberté. Pseudo-libertaires,
qui sont, j'allais dire, critiques pour être critiques, et qui en fait sont des gens qui fondamentalement sont sur une orientation, qui sont sur l'idée que dans le web, on doit laisser faire tout ce qui s'y passe. Bon, voilà. Et ça, ce n'est pas admissible. Bien. Donc, enfin, en tout cas, ce n'est pas admissible. Ce n'est pas la position du gouvernement. Et ce n'est pas la position de la majorité des Français qui souhaitent qu'on regarde. Donc, je le disais, une gauche sécuritaire assumée. Oui, sécuritaire. Si être sécuritaire, c'est prendre les mesures démocratiques pour faire rentrer dans le droit et dans le contrôle démocratique des moyens d'une défense de notre pays, de nos concitoyens, nous assumons complètement. Et effectivement, nous voyons sous le coup de la posture une droite pseudo-libertaire qui vient prendre une position systématiquement critique, en fait sectaire et opportuniste. Et de l'autre côté, effectivement, parfois à la gauche de la gauche, parfois même chez certains socialistes, une tentation de faire des procès d'intention qui n'ont pas lieu d'être. Chez d'autres, chez beaucoup de parlementaires, et de droite et de gauche, on prend ce texte sans procès d'intention et on propose un certain nombre d'amendements qui peuvent évidemment faire évoluer le texte. Comme je le disais, le texte a évolué des propositions de l'Assemblée nationale par le gouvernement. Il a déjà beaucoup évolué en commission, il évoluera encore pour donner plus de garanties pratiques. Donc ne nous laissons plus de pas garanties entraîner. Réelles, est-ce que ça peut vraiment nous prémunir contre de nouveaux attentats de demain? C'est un des éléments qui nous mettent en position, mais personne ne peut prétendre au risque zéro. Malheureusement, nous ne sommes pas dans cette situation. J'allais dire, c'est plutôt... Mais par contre, nous voyons bien qu'il y a, et je peux répondre si vous voulez sur certains éléments techniques, mais il y a des dispositions qui sont conformes au droit, qui sont conformes aux libertés, mais qui donnent plus de force. Y compris les boîtes noires qui vont être installées chez les opérateurs téléphoniques, il n'y a pas de boîte noire, chez les hébergeurs Internet, qui disent on va quitter la France dans ces conditions-là. Oui, mais ça, on verra bien. Mais il n'y a pas de boîte noire, je ne crois pas. Je crois qu'il y a une discussion qui a lieu avec eux pour préciser les choses. Il y a simplement des algorithmes qui vérifient que, non pas ce que vous dites ou ce que je dis est problématique, il n'y a pas de contrôle, mais simplement, si vous vous mettez, vous, sans qu'on sache au point de départ qui vous êtes, mais si on constate qu'il y a un point en France qui appelle, par exemple, 10 fois par semaine la Syrie, pour prendre un exemple, j'allais dire un peu simpliste mais compréhensible, eh bien il y a l'algorithme qui va dire tiens c'est quand même bizarre que ce monsieur appelle 10 fois. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On ne dit pas qui est ce monsieur, on dit voilà, est-ce que c'est bizarre? On va vers une autorité qui dit oui c'est bizarre. Et donc, je demande à ce qu'il y ait une enquête sur le contenu. Rien de liberticide, vous nous dites. Il n'y a rien de liberticide, tout au contraire. Et je pense qu'il est tout à fait anormal de faire des procès d'intention. Il est légitime d'effectuer un travail parlementaire. Mais ceux qui veulent se saisir d'un côté ou de l'autre sur une position idéologique, sur une position de procès d'intention, le font au risque de casser cet esprit du 11 janvier. Et d'affaiblir la sécurité? Non, parce qu'en l'occurrence, il y aura une majorité. Je n'imagine pas qu'il n'y ait pas la volonté d'adopter ce texte sur un très large rassemblement. Mais je dis attention de ne pas donner faussement des inquiétudes à un certain nombre de nos concitoyens. Trouvons des réponses positives aux problèmes qui se posent. Ne faisons pas des procès d'intention pour des arrière-pensées politiciennes, qui ne sont pas de mise au regard des circonstances. Tout autre sujet, le gouvernement a promis des baisses d'impôts sur le revenu pour des millions de contribuables. On le verra d'ailleurs bientôt, dans quelques mois, puisque les avis de déclaration commencent à arriver dans les boîtes aux lettres. Mais cette baisse ne va pas cacher néanmoins, Jean-Marie Le Guen, la hausse des impôts locaux. Et là, c'est vous le responsable, dit l'opposition, vous le gouvernement. Mais écoutez, c'est extraordinaire. Voilà une opposition qui, évidemment, éructe, pour reprendre les propos de M. Jacob, sur le fait qu'il faut diminuer beaucoup plus largement les dépenses de l'État, les dépenses publiques, et qui, lorsque on dit aux collectivités territoriales, écoutez, faites un effort de redéploiement, nous dit c'est impossible, et c'est effectivement l'opposition qui augmente les impôts. Moi, je suis élu à Paris. Anne Hidalgo n'augmente pas les impôts des Parisiens. Par contre, à Toulouse, c'est plus 15%. À Bordeaux, c'est plus 5%. Il y a des hausses à Paris aussi. Non, il n'y a pas de hausse des impôts. Il puisse y avoir des hausses de tarifs ici ou là. Non, mais ça, c'est autre chose au regard de ce que gère la ville de Paris. Mais il n'y a pas de hausse des impôts locaux à Paris. Il y a une hausse des impôts locaux à Toulouse et à Bordeaux. Je dis qu'il y a une certaine forme d'hypocrisie à l'opposition. À Lyon, à Lille, qui essaye de masquer. C'est pas des mairies de droite.
droite. Hein. Mais il peut y avoir, je ne dis pas que la gauche est parfaite et que la droite ne l'est pas. Je dis simplement, ce n'est pas, contrairement à ce qui est dit, ce n'est pas le gouvernement qui augmente les impôts, c'est les collectivités territoriales qui, pour de bonnes raisons... Mais écoutez, privé de dotation large. Mais si on prétend dépenser moins au niveau de l'État, il faut bien qu'il y ait une baisse des dépenses publiques. S'il y a une dépense publique qui baisse, il faut qu'elle soit sur l'État, c'est fait. Sur la sécurité sociale, c'est fait. Et aussi sur les collectivités territoriales. Donc le mistigris, c'est aussi pour les élus locaux. Ils ne savent pas faire des économies. Il n'y a personne ici qui crée de... Attendez, quand on prétend baisser la dépense publique, il faut l'assumer. Nous le faisons pour 50 milliards. C'est un effort qu'apparemment la droite trouve trop importante lorsqu'on descend dans les détails, mais elles promettent le double ou le triple. Donc je dis, et ça ne pourra pas durer. On va bien aller aux élections en 2017 et avant aux élections régionales. Il faudra bien que la droite nous dise comment elle va diminuer la dépense publique. C'est vrai d'ailleurs aussi du Front National. Vous pourriez nous dire comment vous allez trouver les 4 milliards d'économies supplémentaires demandées par la Commission de Bruxelles? Mais les 4 milliards se font dans le cadre du budget. Il y a ce qu'on appelle... Quand, comment? Écoutez, elles sont faites, il y a un budget qui dit les choses, il y a un programme de stabilité qui dit les choses, il y a un certain nombre de dépenses qui sont, j'allais dire, constatées. Par exemple, le poids de la dette, étant donné que nous avons fait pression... Vous avez l'air de dire que c'est le poids de la dette, le remboursement de la dette, les intérêts sur cette dette aujourd'hui, par la politique qui a été demandée par la France et qui a été mise en œuvre par la Banque Centrale Européenne, c'est-à-dire une politique, j'allais dire, de relâchement. Vous savez comme moi que les taux d'intérêt sont à 0,45 aujourd'hui, au moment où M. Sarkozy, lui, empruntait à 3,4 ou à 4%. Mais ça arrive tout cuit. Alors là, c'est une belle opportunité. Mais la dette rapporte. La Banque Centrale Européenne, même avec des taux négatifs, dit-on. Monsieur Groschior, ne soyez pas polémique. Je dis que c'est la France qui s'est battue avec d'autres pour que la Banque centrale ait une autre politique que celle qui était demandée par la droite en Europe. Vous avez entendu parler de ce débat? Absolument. Bon, vous savez qu'il y avait un débat sur la politique de la Banque centrale. Fallait-il qu'elle soit accommodante ou fallait-il qu'elle soit orthodoxe? Nous avons dit il faut qu'elle soit accommodante. Elle l'est. Elle l'est. Ça donne des résultats, c'est-à-dire que notamment, il se trouve que le poids de la dette est moins lourd. Ça veut dire aussi que les Français, les entreprises françaises, peuvent emprunter moins cher pour soutenir la consommation, s'agissant des Français, pour soutenir l'investissement, s'agissant des entreprises. Alors, il faut savoir saisir ces circonstances. Ça ne sera pas toujours le cas. On ne vivra pas toujours avec des taux d'intérêt aussi bas. Donc nous avons intérêt, et nous en profitons, nous, au niveau du budget de la nation, c'est un des éléments, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. La baisse du taux du pétrole, là, pour le coup, je vous donnerai acte que c'est les circonstances extérieures. Mais ces circonstances extérieures, il faut en profiter. Alors, d'accord. Voilà. Je voulais vous interroger sur Nicolas Sarkozy, qui veut que la France tourne le dos à la médiocrité. Il répète que l'alternance est en marche. Que répondez-vous à cet argument? Un peu ce que disait le général de Gaulle, vaste programme. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il tourne sur lui-même aussi, en quelque sorte. La médiocrité, vous savez, c'est un jugement de valeur dont je ne sens pas que M. Nicolas Sarkozy puisse spontanément s'en dégager. François Hollande va fêter ses 3 ans à l'Élysée. Pour l'occasion, il s'exprime, mais pas forcément là où on l'attend. On l'a vu dans une longue interview au magazine Society. Il va s'exprimer dimanche sur Canal+. Alors il s'adresse aux bobos et pas au peuple que la gauche a perdu. On l'a vu aux dernières élections départementales. Je ne comprends pas qu'on fasse. Il s'exprime. Il s'est exprimé très récemment aux journalistes. C'est les bobos dont vous parlez, puisqu'il faisait une conférence de presse. Il s'exprime successivement dans différents médias, comme c'est bien normal lorsqu'on vise à différentes façons de s'exprimer. Bon. Alors, vous appartenez à ce qu'on appelle l'aile droite du PS. Je ne sais pas si vous acceptez. Non, pas du tout. L'aile réformiste, ça suffira. Le pôle des réformateurs. On trouve par exemple le sénateur maire de Lyon, Gérard Collomb. Mais finalement, un accord donc vous réunit à la gauche du parti, Martine Aubry, en vue du congrès du PS au mois de juin. Je résume. Mais à force de résumer... C'est pas contestable, quand même. À la gauche du parti, ce que vous appelez la gauche et la droite, pour moi, c'est contestable. Je pense que moi, je suis réformiste, qui est avec moi d'ailleurs beaucoup de socialistes, et même une majorité d'entre eux. Voilà, et nous avons fait une motion de synthèse, de rassemblement, avec Martine Aubry notamment, mais avec plein d'autres, avec Gérard Collomb, avec plein d'amis également, avec Jean-Marc Ayrault. Karine Perret de l'AFP a
plein de questions sur ce sujet, mais on va voir d'abord si c'est une éclaircie pour l'exécutif. Des éléments de réponse avec Sandra Cerquera. Depuis des mois, Martine Aubry s'agite dans l'ombre, fait de l'œil à la gauche de la gauche, en vue du congrès du PS de juin prochain. Et voilà qu'in fine, l'ancienne première secrétaire fait motion commune avec Jean-Christophe Cambadélis, celle du gouvernement donc, à la ligne sociale libérale. Pour bon nombre de socialistes, Martine Aubry, raisonnable, a fait le bon choix. Le message, c'est le rassemblement le plus large possible autour d'un pôle, de manière à ce qu'il y ait véritablement une construction majoritaire du prochain congrès, mais surtout de la vie du parti ensuite. Martine Aubry a contribué à écrire le texte avec Jean-Christophe Cambadélis. Pour une partie de l'aile gauche du PS, pas question de parler de ralliement. C'est une motion de gauche, assure Jean-Marc Germain, qui appelle à un nouveau contrat de majorité et qui soutient l'offre et la demande. On a pu converger pour infléchir la politique économique et faire que ces 2 années soient au fond ce que François Hollande avait promis en 2012. Il avait dit qu'il y aura 2 ans, 3 ans d'efforts et ensuite les Français verront le fruit de leurs efforts. Et ces fruits-là, on a défini ensemble dans ce texte commun que ce serait la relance des investissements dans l'avenir et le progrès social. Voilà qui passe mal auprès du reste de l'aile gauche du PS. Marie-Noëlle Lienemann refuse de commenter. Elle dit ne pas vouloir critiquer ses amis. Le sujet est sensible. Alors un congrès de Poitiers est joué d'avance, aux allures de déjà-vu. C'est ce que dénoncent certains socialistes un peu amers. On a évidemment une critique très forte de la politique économique du gouvernement, pas seulement au Parlement mais dans l'opinion depuis des mois, pour ne pas dire des années. Et il serait normal que ce débat soit tranché à l'occasion du Congrès. Manifestement, certains s'activent, et notamment le Premier secrétaire et d'autres, pour faire en sorte que ce débat n'ait pas lieu, en provoquant des ralliements qui sont presque contre nature. C'est-à-dire en facilitant le mariage de la carpe et du lapin, en entretenant la confusion idéologique. Une confusion idéologique qui fait aussi grincer des dents les réformateurs du PS. Il n'y a plus de congrès, le congrès il est mort, c'est fini. Voilà une formule assez parlante d'une élue qui vous est proche. Vous allez pouvoir réagir. Karine Perret, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Oui, Nicole Bricq, qui appartient comme vous au pôle des réformateurs, dit le congrès c'est mort, c'est la vérité? Non, je crois que c'est une façon de dire qu'à partir du moment où il y a un large rassemblement autour du Premier secrétaire, on dit que cette motion a une vocation majoritaire. Mais c'est pas parce qu'un congrès s'apprête à donner une majorité, encore d'ailleurs faut-il que ça soit vérifié véritablement par le vote des militants, que le congrès est mort. Je pense que le débat du congrès, comme le débat du Parti socialiste d'ailleurs, se tient sur un débat qui est souvent un peu ésotérique et un peu sec. Je trouve ce fameux débat dont parlait Gaëtan Gors ou Jean-Marc Germain, où on est en traînarque pour discuter de savoir si on met 10 milliards d'euros dans un endroit ou dans un autre. Je trouve ce débat assez éloigné des préoccupations des Français. Les préoccupations des Français, c'est l'emploi, c'est des questions d'identité, c'est des questions sur l'Europe d'une façon plus générale. Et je pense qu'il ne faut pas avoir une approche trop rétrécie de la politique comme on le voit depuis des années. Il faut prendre une ampleur beaucoup plus grande. D'ailleurs, la crise que nous vivons est d'une ampleur beaucoup plus grande. En tout cas, l'emploi, c'est fondamental. François Hollande a un boulevard devant lui pour être le candidat, entre guillemets, naturel pour 2017. Il n'y a plus d'opposition. Martine Aubry est avec la majorité au PS. Je crois que cette question ne se posait pas vraiment. Certains la posaient dans votre camp, évoquant même une primaire. Je pense qu'il y a des gens qui nous avons eu un certain nombre de commentateurs internes au Parti socialiste, je ne parle pas des commentateurs de la presse, mais de socialistes qui sont plutôt des commentateurs qui évoluent avec le niveau des sondages, qui ont des états d'âme, etc. Moi, je ne fais pas de la politique comme ça. Je fais de la politique où je suis mes convictions. Je sais que parfois, il faut aller à contre-courant, parfois la météo est difficile, mais que dans ces cas-là, il faut tenir le cap. Et ce que je reproche effectivement à peut-être certains au Parti socialiste, c'est d'avoir des états d'âme fluctuants. Nous, je pense que la politique, c'est pas ça. On a des convictions, on les applique. On croit que la politique économique, par exemple, que l'on fait, eh bien, elle va trouver des résultats. On sait que les Français sont dans le doute, on sait que les Français sont pas contents, on sait que les Français ne voient pas toujours des résultats concrets, par exemple en matière d'emploi. Mais moi, je sais que les grands éléments de la politique économique sont aujourd'hui réunis. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, sur l'euro, le crédit, le pétrole, et puis que tout cela va donner des résultats. Surtout que grâce au pacte de responsabilité,
on a libéré les entreprises de poids qui était trop important, notamment je pense aux PME. Eh bien, ça va donner des résultats. Et ceci va entraîner aussi une approche, je crois, différente dans le regard. Oui, justement, vous parlez du pacte de responsabilité. Dans cette motion qui réunit donc beaucoup de sensibilités autour de Jean-Christophe Cambadélis, il y a vos positions qu'on a souvent entendues au pôle des réformateurs. Il y a aussi donc les convictions de Martine Aubry. Gaëtan Gors parlait du mariage de la carpe et du lapin. Oui, mais c'est des socialistes qui cultivent le culte de la division. Qu'est-ce que c'est ça? On est là, nous. Est-ce que les Français attendent de la gauche le spectacle qu'elle a donné depuis un an, où on voit des gens venir sur un certain nombre d'antennes dire du mal des uns des autres? Quels sont les premiers commentateurs négatifs de la politique gouvernementale? C'est de temps en temps des socialistes. Sont-ils majoritaires? Non. Combien sont-ils au groupe socialiste à l'Assemblée nationale? Ils sont, une petite poignée que vous avez souvent décrit. Et sont-ils majoritaires au groupe socialiste au Sénat? Encore moins, j'allais dire. Sont-ils majoritaire au Congrès? Nous le verrons bien. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Les socialistes ne peuvent pas, par une espèce de plaisir plus ou moins personnel, se proposer toujours comme étant les principaux critiques de l'action de Delors. Ils jouent contre leur équipe. Vous leur donnez des gages. Quels gages vous allez leur donner? C'est la question. Mais on discute. Il y a une vraie discussion qui s'est faite, par exemple, sur le pacte. Dans le texte sur le pacte de responsabilité, il y a l'idée de mieux cibler les aides aux entreprises. Donc c'est quelque chose qui vous convient. Il y a une épée de Damoclès au-dessus du patronat. Non, il y a pas. C'est pas comme ça qu'on fait. On regarde ce qui marche dans le pacte de responsabilité et il marche à 80-90%. Et puis il y a par exemple, il y a des branches où la partie patronale, j'allais dire, n'a pas été encore mise en œuvre. Bien encore, une partie même des entreprises, pour des raisons qu'il faudrait expliquer, parce qu'ils trouvent que certaines entreprises trouvent que le CICE est un peu complexe à mettre en œuvre, vont pas chercher l'argent du CICE et en quelque sorte. Donc il reste dans ce qui a été budgété pour le CICE, il reste un peu d'argent. Alors que cet argent-là, on le prenne pour le focaliser sur une autre forme d'aide à l'investissement, moi je trouve ça très positif. Donc, si vous voulez qu'il y ait une réflexion... Mais le patronat s'inquiète alors. En disant, voilà, ça y est, on recule déjà sur la baisse des charges. Mais non, pas du tout. Le patronat aurait tort de s'inquiéter, il aurait raison de se mobiliser. C'est-à-dire que le pacte de responsabilité, c'est un pacte par définition, où il y a deux partenaires, principalement l'État, les entreprises. Eh bien, c'est aux entreprises aussi de faire vivre ce pacte. Voilà. Donc, qu'il arrête de s'inquiéter, qu'il se mobilise. C'est vrai d'ailleurs pour le patronat comme pour certains socialistes. On parlait d'impôts en première partie et ça figure aussi dans cette motion pour le Congrès. Michel Sapin, aujourd'hui, n'exclut pas de remettre le métier du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Pardon. Oui. Vous confirmez ? Non, d'abord, je laisserai Michel Sapin s'exprimer sur le sujet, parce que c'est lui qui est en responsabilité. C'est vrai que dans le texte, il y a cette réflexion. Non, le texte dit dès 2016, donc c'est là, en septembre 2015, dans la préparation. L'impôt à la source, c'est une réforme qu'il faudrait peut-être expliquer. C'est pas un nouvel impôt, c'est une autre façon de prélever l'impôt, qui fait que c'est dans un couple, c'est aussi bien l'homme que la femme, évidemment, qui dès ses revenus, qui se trouve prélevé. C'est un impôt qui est prélevé comme ça dans toute l'Europe, pratiquement. Aujourd'hui, il n'y a guère que la France où on a maintenu ce type d'impôt. Donc il y a une réflexion technique qui se passe. Tout le monde sait d'ailleurs que c'est une réflexion technique qui est soutenue par beaucoup de gens à gauche. Elle est soutenue aussi par Jean-Marc Ayrault. Elle est soutenue. Après, on nous avait expliqué que c'était pas à l'ordre du jour. Alors elle revient aujourd'hui. Je parlais de la réforme fiscale en général, avec d'autres aspects. Enfin, il y avait quand même cet aspect-là. Parce que ça, je suis sûr que ça doit passionner les Français qui. Alors les impôts, oui. Mais non, mais les impôts, ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils vont payer. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a 9 millions de Français qui vont payer moins d'impôts sur le revenu au mois de septembre. Pour l'instant, ils en doutent encore, mais nous savons, parce que nous l'avons voté, il y aura 9 millions de Français qui paieront moins d'impôts. Les gens qui avaient la première tranche d'impôts ne paieront plus. Ceux qui sont au-dessus paieront moins parce que tout ce qui était l'impôt payable au niveau de la première tranche sera retiré de leur impôt sur le revenu. Voilà la réalité, ça les intéresse. Mais alors après, rentrer dans le débat, comme adore un certain nombre de mes amis, et très légitimement les parlementaires c'est dans votre texte, de la Commission des Finances. Le texte que vous avez signé. Je ne vous dis pas le contraire. Je trouve ça, si vous voulez, l'impôt à la source, qui est une réforme juste, qui est une réforme efficace, qui est une réforme qui est adoptée par tous les pays européens, elle doit se mettre en place. Quand Michel Sapin est en responsabilité. Il y a aussi la question de la progressivité de la CSG.
Alors, non, oui, mais ça figure aussi dans le... Non, il y a une réflexion alors ça, sur l'IR et la coup de fusion bambou IR-CSG, sur un certain nombre de classes moyennes. qui est, quand on a dit tout ça, on a l'air extrêmement intelligent. On est très très fort, sauf que je constate que c'est dit à droite parce que tout le monde dit, bah, ça veut dire qu'en gros, il n'y aura plus d'impôt sur le revenu. Et puis c'est dit chez certains à gauche qui disent, c'est super, on va pouvoir augmenter les impôts des plus riches. C'est quand même dit dans le texte que vous signez. Attendez, je peux me permettre de me plaisanter de temps en temps. Bon, je dis simplement que ça ne veut pas dire grand-chose, excusez-moi de le dire, tant qu'on ne dit pas les modalités et qui ça touche. Donc, s'il y a des gens au Parti socialiste qui sont sur une autre ligne qui est celle qui est défendue par la majorité des socialistes, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour rajouter des impôts. Et ça, c'est très clair. On ne rajoutera pas d'impôts d'ici 2017. Je le réaffirme. Oui, je le réaffirme. Bien, s'il y en a d'autres... Ça va continuer à baisser aussi? autrement, Est-ce que ça va continuer à baisser? on va faire ce que l'on peut, ça dépendra du retour de la croissance. Pas en rajouter, c'est une chose, mais continuer à ça baisser. Ça va baisser au mois de septembre. Je vous ai dit 9 millions, 2,5 milliards d'euros en moins d'impôts sur les revenus qui sera présent dès le mois de septembre. Donc après, nous verrons selon le retour de l'économie française. L'argent, on ne le fabrique pas. Si tant est si on avait une banque, on pourrait le fabriquer, comme au Monopoly. On n'est pas au Monopoly. Quand il y a des ressources... Vous savez, les impôts que payent les Français, moi je comprends, et j'ai été un des premiers à dire qu'ils payaient trop d'impôts. Mais enfin, les impôts qu'ils payent, c'est la dette d'hier. Bon, quand vous vous endettez, il ne faut quand même pas s'étonner complètement qu'à un moment, on dise, au fait, c'est dommage, mais il faudrait peut-être payer. Donc à partir de là, évidemment, il y a des impôts. Bon, alors, néanmoins, nous avons décidé, même si nous avons été un peu trop... pas assez vigilant les premières années du quinquennat. Vous avez eu la main lourde, 30 milliards pour la droite, 30 milliards pour la gauche. On aurait mieux fait de ne pas imiter la droite en la matière. Un mea culpa. Oui. Non, mais quand même, ça mérite d'être souligné. Un mea culpa, il ne fallait pas augmenter les impôts comme l'a fait la droite. Non, mais je l'ai dit à l'époque, exactement. Donc je le redis aujourd'hui. Je l'ai dit quand j'étais parlementaire en 2013 en 2014. Aujourd'hui, vous êtes ministre. Voilà, mais je n'ai pas changé, c'est toujours le même mec qui est là. Bon, il n'a pas changé. Bon, donc je dis simplement qu'il n'y aura pas d'augmentation des impôts d'ici 2017. Et la baisse Deuxièmement, s'il y a des socialistes qui sont pour des augmentations d'impôts, qui n'hésitent pas à rentrer dans les détails, qui n'hésitent pas à rentrer dans les détails, qui ne se mettent pas derrière des formules magiques, IR, CSG, etc., auxquelles ni vous ni moi ne comprenons grand-chose, soyons honnêtes. Donc, voyons tout simplement ce que ça veut dire et pour qui. S'il s'agit d'augmenter les impôts sur les couches moyennes, ma réponse est plutôt non. Elles n'auront pas lieu, c'est l'engagement du président de la République et du Premier ministre. Vous n'avez pas tellement envie que le PS montre ses divisions sur la question fiscale. C'est pour cela que vous avez décidé de ne pas faire voter le Parlement. Pour l'augmentation des impôts, ils ne sont jamais venus dire qui devait payer plus d'impôts et combien. Ma question, c'était sur l'absence de vote et de débat sur le programme de stabilité. Ça n'a rien à voir. À l'Assemblée nationale. Le texte de notre accord avec l'Europe, que nous devons remettre nos documents, notre trajectoire, ça s'appelle le programme de stabilité, c'est la trajectoire financière pour les années qui viennent, tous les ans, ou plutôt nouvellement avant le 30 avril. Avant, ce n'était pas très clair. Bon, maintenant, c'est avant le 30 avril. Il se trouve que le Parlement, le Conseil des ministres va remettre son texte le 15. Il y aura donc une discussion devant les deux commissions des finances, de l'Assemblée et du Sénat. Et fallait-il un débat en séance publique? Est-ce que ça change grand-chose? J'en suis pas sûr. Et ce n'était pas possible parce que le Parlement est en vacances les 2 dernières semaines d'avril. Voilà. Donc c'était 1, pas du tout obligatoire. 2, est-ce que c'était nécessaire? Je ne le crois pas. 3, est-ce que c'était possible puisque le Parlement est en vacances? La réponse est non. Karine? L'idée avait été évoquée d'un remaniement quelques semaines après les départementales, qui s'est révélé une nouvelle déroute pour votre parti. C'est pourquoi? Vous ne voulez pas dire le remaniement? Non, mais d'abord, je ne pense pas que ce soit une déroute. Je pense que c'est une défaite importante, mais bon, voilà, il faut en prendre la mesure aussi. Deuxièmement, le remaniement, ça a été évoqué. Certains le demandaient. Alors quand? Voilà, plutôt pour y rentrer d'ailleurs, pour en sortir. Je m'en félicite parce que ça montre que vocation à s'élargir. Qui ça? Qui Vous êtes favorable à l'entrée d'écologistes? Moi je pense que ce qui se passe aujourd'hui chez les écologistes est quelque chose de très important. Et j'imagine que, évidemment, il faut tout à fait le prendre en compte.
Et à un moment ou à un autre, cette question se posera évidemment au plan gouvernemental. Parce que je m'aperçois que la ligne sur laquelle le groupe semblait, enfin les écologistes semblaient, avec Cécile Duflot, s'orienter, qui était un rapprochement vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, et une critique systématique et, j'allais dire, assez forte du gouvernement, va finir par ne pas porter ses fruits. D'ailleurs, 90% des électeurs écologistes veulent autre chose. Donc, les écologistes vont rentrer au prochain remaniement. Non, je pense qu'il y a un débat à l'intérieur du groupe écologiste entre ceux qui veulent être des partenaires loyaux de cette majorité et ceux qui ont une aventure plus... D'accord, on a compris. Merci, Karine. Merci. Perrine Tarnaud de Public Sénat arrive avec d'autres questions. Jean-Marie Le Guen, les réformes, demandez le programme pour la suite, plonger dans le calendrier parlementaire au Sénat sous tension entre ralentissement et embouteillage. On voit ça avec Marie Brémaud. Cela fait une semaine que la loi Macron est passée au crible par le Sénat. Une semaine déjà et pourtant l'examen du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a pris bien du retard. Il y a eu beaucoup plus d'amendements que prévu de déposer, 1600. C'est évident que même à un rythme assez soutenu, voilà, on est un peu coincé. Alors, pour tenter de respecter un certain agenda, la conférence des présidents du Sénat vient d'octroyer 2 jours supplémentaires au débat en séance. Mais après la loi Macron, le calendrier de la session ordinaire reste chargé. Du côté des certitudes, la Haute Assemblée d'ici juillet va s'attaquer à la 2e lecture de 2 textes majeurs. La loi NOTRe, tout d'abord, sur la nouvelle organisation territoriale de la République. La transition énergétique ensuite. Sur ce texte, le Sénat et l'Assemblée nationale s'opposent fortement sur la part du nucléaire dans le mix énergétique français. Autre texte important sur lequel les sénateurs vont se pencher, le projet de loi sur la santé porté par la ministre Marisol Touraine. La ministre de la Santé qui devra affronter une chambre plutôt hostile à la généralisation du tiers payant, aux salles de shoot et aux mesures anti-tabac. La réforme du droit d'asile est également prévue au programme. Et s'il reste du temps aux sénateurs, les textes en attente ne manquent pas, comme la proposition de loi sur la fin de vie. Ça va faire lourd, hein. Sincèrement, je pense qu'on a une fin de session ordinaire qui va être très très chargée et on aura une session extraordinaire puisque par définition on n'aura pas fini avant le 15 juillet. Le Sénat n'a pas peur du travail. Et il appartient au gouvernement de calculer son ordre du jour prioritaire de telle manière que les droits du Parlement pour faire de bonnes lois soient respectés. Au gouvernement donc de revoir peut-être l'ordre de ses priorités, l'exécutif qui visiblement peut compter sur les sénateurs pour ne pas chômer. On y arrive toujours, mais quelquefois il faut travailler même, j'ose à peine le dire, le dimanche. Voilà, vous aussi, vous êtes prêts à travailler le dimanche. Oui, ça arrive. Bonsoir Perrine Tarnaud. Bonsoir Michel. Travailler le dimanche pour les réformes à venir alors. Oui, le travail du dimanche, ça sera sans doute examiné au Sénat début mai, si j'en crois un petit peu ce qui s'annonce dans les discussions. Peut-être avant, dans la nuit de vendredi, ou alors réservé au lundi. Avant. À votre avis, peut-être avant. Bon, on verra. Peut-être d'abord sur le projet de loi santé, après un long parcours du combattant, le texte a été adopté par l'Assemblée nationale tout à l'heure. Largement. Tout le débat s'est quand même focalisé autour de la généralisation du tiers payant, sans doute au détriment des autres mesures du texte, de certaines avancées. Est-ce que c'est un problème de communication de la part du ministère de la Santé ? Non, c'est un système dans lequel nous sommes. Par exemple, le texte Macron qui a aujourd'hui presque 300 articles, c'est vous dire qu'il traite de sujets très différents. Si on demande aux uns et aux autres sur quoi on a été interrogé, essentiellement sur le travail du dimanche, qui doit prendre 6 ou 7 articles sur ces 300. Donc il y a une façon de communiquer un peu simplement. Je ne sais pas qui est responsable. Est-ce que c'est les politiques qui ne savent pas... Dans le cadre du texte santé, il y avait quand même un problème de dialogue aussi avec les médecins. Non mais attendez, ça c'est un autre sujet. Vous me parlez, est-ce qu'il y a une faute de communication sur le fait qu'on parle que du tiers payant généralisé? On a parlé quand même de plein d'autres choses qui sont tout à fait importantes. On a parlé du paquet tabac, on a parlé du travail sur notamment tout ce qui est les questions de mannequins qui sont... D'anorexie.
calomnie et d'incitation. Le député Olivier Véran avait proposé des amendements sur le sujet. Voilà, plein de sujets sur la prise en charge des toxicomanes. Les actions, les salles de shoot. Les salles de shoot. Oui, comme vous dites. Les actions de groupe, etc. Voilà, les actions de groupe, sur la reconnaissance des usagers, une plus grande représentation. On a vu quand même Marisol Touraine qui était quand même assez soulagée et presque émue à l'issue du vote tout à l'heure. Elle a été très chahutée, la ministre de la Santé. Il y a eu une contestation forte, effectivement, d'un certain nombre de professionnels. Vous allez retrouver au Sénat. Oui, non, mais de médecins d'une part. Après, les parlementaires font leur travail. Moi, je comprends qu'il y a des points de vue, des désaccords entre la gauche et la droite sur un certain nombre de sujets. Bon, alors ce sujet sur le tiers payant, qui est d'ailleurs généralisé, mais qui n'est pas obligatoire. Alors, beaucoup de gens, notamment des professionnels de santé, avaient dans l'oreille l'idée que c'était obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Ça sera tout simplement proposé d'une façon très générale, de façon progressive, avec un certain nombre de garanties, qui, je pense, au fond des choses. Vous savez, derrière tout ça. Que quand elle reviendra au pouvoir, si elle revient au pouvoir en 2017, elle reviendra sur cette mesure. Nous aurons un débat là-dessus. Nicolas Sarkozy dénonce une déresponsabilisation des patients et un encouragement à la consommation médicale. Nicolas Sarkozy a fait des franchises médicales l'alpha et l'oméga de sa politique de santé. Est-ce que les Français conviennent que ça a amélioré notre système de santé? Aujourd'hui, il veut supprimer le tiers payant généralisé. C'est très bien, c'est normal, c'est une politique de droite. Il a une vision profondément punitive de la maladie. Il pense que les patients sont des délinquants financiers. Donc évidemment, il veut les sanctionner quand ils vont chez le médecin. C'est le but de la franchise. Bon, franchise médicale, vous allez chez le médecin, il faut vous faire payer une franchise. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas remboursable. Entre responsabilisation et délinquance, il y a une marge là. Je pense qu'il dit le discours qui est tenu, c'est que les patients ne sont pas responsables et ils abusent de la sécurité sociale. J'invente ou vous avez déjà entendu ce discours? Bon, moi, je l'ai entendu régulièrement quand j'étais parlementaire de l'opposition. Les gens qui abusent d'un système sont a priori des gens... Alors, le mot délinquant est peut-être un peu fort. Attendez, qu'est-ce que c'est que d'abuser d'un système? Bien. Alors, c'est peut-être pas contraire à la loi, mais c'est contraire à la morale, en tout cas. C'est ça qu'on sous-entend. Et ça sous-entend qu'on serait tous des fraudeurs. Et par ailleurs, comme vous savez comme moi, qu'on passe très souvent dans ce même discours de l'abus à la fraude. Je vous remercie de me l'avoir rappelé. Mais c'est bien parce que souvent vous me rappelez plutôt de l'autre côté, donc c'est bien de me rappeler ça de ce côté-là. Comme quoi vous êtes parfaitement équilibré dans vos remarques. Alors, on se met voilà, d'accord avant. Vous vous mettez d'accord avant, vous avez bien raison. Donc, je dis abus, fraude, voilà ce dont on entend parler en matière d'assurance maladie. Moi, je conteste cette vision-là des choses. Facilité d'accès aux soins de nos compatriotes, c'est quelque chose de très positif. Voilà. Mais je comprends très bien, et je sais que M. Sarkozy a des points de vue tout à fait différents. Peut-être que la majorité sénatoriale. Juste un mot, avant de dire ça, c'est que derrière tout ça, il y a un vrai malaise. C'est celui des médecins, et notamment des médecins généralistes. Et là, il y a une réflexion à mener. C'est pourquoi le Premier ministre... Médecin. Oui, et je connais bien, ma famille est très impliquée là-dedans, mes amis, etc. Donc je sais qu'il y a un vrai malaise, mais pas à cause du tiers payant généralisé. Un vrai malaise plus global sur l'exercice médical, parce qu'il y a une montée du consumérisme, parce qu'il y a la nécessité de travailler de façon plus collective. Lors de la discussion au Sénat qui arrivera sans doute cet été, dans un calendrier parlementaire qui est trop même sans doute, Jean-Marie Le Guen, chargé, toujours trop. Loi Macron, transition énergétique, deuxième lecture sur les régions, etc. Ça explose. Quelles sont vos priorités? Est-ce que le gouvernement doit se fixer des priorités? Est-ce que tout va pouvoir passer avant l'été? Tout ce dont vous avez parlé passera et doit passer avant l'été. Avec une session extraordinaire d'été donc assez chargée. Oui, je vous le confirme. Roger Carucci, qui a fait le même job que vous. Le même job que moi, a parlé du 15 juillet, je pense qu'il est un peu optimiste. Et on ne voit pas donc où caser de nouvelles réformes. Il n'y aura pas de nouvelles réformes. Impossible. Il n'y a plus de place là. Avant le mois de juillet, ça dépend, parce qu'il y a des projets de loi qui peuvent recevoir aussi des éléments. Par exemple, je ne sais pas si ça sera le cas, donc ne prenez pas comme une annonce, mais dans le texte Macron, on peut avoir la mise en œuvre de la problématique dite des amortissements, de la nouvelle politique d'investissement. C'est pas très lourd, c'est 1 ou 2 articles et c'est quelque chose de très fort. Donc, si vous voulez, il peut y avoir
une réforme peut être quelque chose de relativement simple au plan législatif. Et des choses qui sont tout simplement l'accompagnement d'un secteur demandent beaucoup d'articles, sont un peu longs à développer, alors que ce ne sont pas considérés par nos compatriotes comme étant des grosses réformes, même si c'est tout à fait utile de bouger tout un tas de petits réglages du fonctionnement juridique de notre pays. Alors il reste très peu de temps et j'ai pas mal de questions. Sur le droit d'asile, la Cour des comptes qui critique le coût pour la France, 2 milliards par an. Bernard Cazeneuve a annoncé tout à l'heure la création de 5000 places supplémentaires, au risque de vraiment faire exploser ce coût alors en France. D'abord, la Cour des comptes n'a pas rendu son rapport. Ce qui a été promulgué, ce sont des fuites sur un rapport qui lui-même n'aurait pas eu le droit de réponse. Vous savez qu'il y a toujours un dialogue. Des fuites assez étayées. Un pré-rapport. Non, mais la fuite est étayée. La fuite, je dis simplement qu'il faut laisser le temps à un rapport de se faire et de se poser, y compris parce que ces rapports en question sont débattus pas simplement par un ou deux rapporteurs, mais par une chambre. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce rapport intervient au moment où il y a un texte qui est en discussion au Parlement. Mais il est souvent le cas. On a suffisamment d'organisations au Sénat où il y a déjà beaucoup d'amendements. Eh bien, tant mieux. Il y aura un débat, c'est parfaitement légitime. Et c'est vrai que l'asile en France dysfonctionne. C'est-à-dire que nous avons beaucoup trop de gens qui prennent beaucoup trop de temps avant de connaître leurs droits. Et vraisemblablement, parmi les gens qui demandent l'asile, il y en a beaucoup qui n'y ont pas droit. Sauf qu'on est obligé... 75% de refus. Voilà. Et sur ces 75%, 99% restent en France. Alors, ça, c'est un autre sujet. D'abord, ils restent là parce que très souvent... la loi existante, pas la loi que nous avons faite. Nous voulons la réformer de façon à diminuer les délais. Donc les gens restant là pendant des mois et des mois, ils n'y ont pas droit, mais à partir du moment où ils sont demandeurs, ils ont des droits. Donc après, à la fin, on constate qu'ils n'y ont plus droit, mais ça fait un an qu'ils sont, un an ou parfois plus, qu'ils sont présents sur le territoire national, ils y ont parfois trouvé une vie de famille, etc. Donc ça dysfonctionne, ça ne va pas cette histoire d'asile. Donc la nécessité d'agir rapidement pour on suivra le débat au Sénat et déjà l'UMP et le Front National se sont saisis du dossier. Sur Radio France, on vient d'apprendre que la grève va être reconduite demain, mais les syndicats semblent plus divisés pour la première fois. Il y a eu la nomination d'un médiateur et pourtant on est toujours dans l'impasse. Jean-Marie Le Gouen. Qu'est-ce qui pêche? Est-ce que c'est la ministre qui ne s'est pas assez investie sur ce dossier? Non, je pense qu'elle s'est investie comme il le faut. Je pense simplement... 27-28 jours de grève. Mais d'accord, mais c'est la grève, elle est la responsabilité des grévistes. Si je ne me trompe, était aujourd'hui 3%. Donc, je n'en sais rien. Enfin, il faudrait vérifier ces chiffres. Mais moi, c'est les chiffres. Vous dites qu'il y a une minorité de blocage de 3%. Je dis attention. Tous les salariés de Radio France doivent être tout à fait attentifs à l'outil qui est le leur. C'est un outil collectif, d'ailleurs, il appartient certes à l'État au plan juridique, mais il appartient d'abord aux Français. Donc il appartient aux Français et quelque part à tous ceux qui le composent. Attention. Attention à quoi? Attention à ne pas détruire cet outil. Vous pensez qu'il y a un risque de suicide collectif? Il y a 3% qui détruisent. Je ne dirais pas ce mot-là. Non, je ne dirais pas ça comme ça. Je dis attention au fait que lorsqu'on ne donne pas aux Français, vous savez bien qu'on est dans un monde ouvert. Il n'y a pas que Radio France, c'est fini, c'est plus l'ORTF. Donc je veux dire, les gens vont finir par prendre l'habitude d'aller sur d'autres antennes. Et c'est pas ce que souhaitent les salariés de Radio France. Bon. Donc je veux dire, il y a une préoccupation. Il faut faire attention de ne pas être dans un monde qui ne tient pas compte des réalités. Il doit y avoir une réforme à Radio France. Donc si on ne tient pas compte de ça, on n'est pas dans la réalité. Après, il y a du dialogue, qui a été fait notamment par le médiateur, qui a fait des propositions, qui ont été reconnues, vous le notiez, par toutes les organisations syndicales, à ma connaissance, on est toujours dans l'impasse, sauf une. Bon, et je dis attention, la radicalisation, elle peut être tout à fait destructrice. Il faut comprendre que des réformes s'imposent également. Vous avez beaucoup parlé des économies dans l'émission, il en faut aussi à Radio France. Ah oui, bien sûr, oui. Il faut un meilleur fonctionnement. Enfin, il y a des propositions qui ont été faites. Je veux dire, d'abord, tous les corps vivants. Puis comment penser qu'on ne peut pas s'adapter alors que le monde des médias, vous en êtes les témoins évidemment, a explosé, s'est profondément transformé. Merci. Merci. On verra la suite donc de ce qui se passe à la Maison Ronde. Merci beaucoup, Perrine. Merci, Jean-Marie Le Gouen. Bonsoir à tous. À très vite.